Donc là, vous revenez plus de 50 ans après ici à Desvilles, sur les lieux d'une de vos missions. Les lieux du crime, encore une fois, là. Les lieux d'une mission, oui. Ça, cette usine, enfin, autant que je me souvienne, était une usine de la Société française des métaux qui fabriquait des trains d'atterrissage pour le dernier chasseur allemand, le Focke-Wulf 190, qu'on a une mission de détruire. Et j'avais une mission de détruire les pompes à eau et un très gros moteur qui faisait tourner l'usine. C'était les points sensibles de l'usine. Alors, nous sommes rentrés quelque part dans cette rue par une poterne, peut-être est-ce celle-là, peut-être une autre, parce que bien sûr, l'entrée principale de l'usine qui se trouve sur l'autre face était très gardée. Alors, tout ceci était patrouillé par des Allemands qui faisaient le tour sur cette petite rue. Et nous savions qu'il y avait un gardien qui habitait dans une de ces maisons et qu'on pouvait accéder à l'intérieur de l'usine par une petite porte, en traversant son logement. Et je me suis présenté avec mes bons hommes, toujours les mêmes, environ on était 7 ou 8 avec les vélos, entre deux patrouilles. Et on a frappé à la porte en essayant de faire rentrer. La brave dame qui était là, qui devait être la femme du contremaître ou du gardien, refusait de nous ouvrir, jusqu'à ce que j'ai dit « police allemande, ouvrez » avec mon plus horrible accent allemand, et enfin elle a ouvert. Alors, on s'est précipité là-dedans. On a laissé les vélos, je me souviens, dans cette loge. On a ficelé une fois de plus la pauvre dame avec de la corde et on l'a bâillonnée de façon à ce qu'elle ne dise rien. Puis on a pénétré dans cette usine dont j'avais reconnu les plans avant. Mais cette usine, comme vous pouvez voir, c'est déjà un truc assez grand. Et pour nous, quand on pénétrait à l'intérieur, c'était grandiose. Il fallait là-dedans que je trouve des pompes à eau, que je trouve un moteur spécifique. On rentrait, c'était des halles avec le blackout qui était très, très noir. C'était de nuit, bien sûr, donc c'était les ouvriers de nuit, de la bordée de nuit qui travaillaient. Et j'étais absolument incapable de trouver mes pompes jusqu'à ce que je m'adresse à des ouvriers à l'intérieur de l'usine. On était déguisés, bien sûr, en terroristes, comme il se doit. On était masqués. On avait des chapeaux sur la tête et, bien sûr, des mitraillettes et des pistolets grandeur nature. Et quand je me suis adressé à un ouvrier qui était à une forge, je lui ai tapé sur le dos et je lui ai dit « Dites donc, je voudrais bien savoir où sont les pompes ». Il a éclaté de rire. Il était cassé en deux de rire. Alors je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et là, il me dit « Mais non, Pierrot, ça suffit, tu nous as fait le même coup la nuit dernière, ne recommence pas, le fais pas toutes les nuits ». Puis au bout d'un moment, il dit « Mais t'es pas Pierrot ». Je lui ai dit « Non, je ne suis pas Pierrot. Je suis un vrai ». Il dit « Oui, mais ta mitraillette, c'est vrai ». Alors il nous a expliqué, parce qu'il y avait un de leurs copains qui avait fait le coup d'une attaque par terroriste avec des mitraillettes en carton la nuit précédente. Alors quand même, on s'est expliqué on a trouvé un contremaître, un électricien puis un contremaître, qui nous ont très gentiment guidés dans l'usine jusqu'aux pompes. Vous avez eu le temps de placer vos charges. Oui, on a eu le temps de placer nos charges, très bien, au contraire, puisque toute l'usine, j'étais un petit peu inquiet en me disant qu'il y a peut-être un ouvrier qui va aller prévenir les Allemands, mais pas du tout. Il y avait, je ne sais pas combien d'ouvriers dans cette usine, c'était gigantesque. Hein. Vous avez des halles gigantesques, des forges, des presses qui tournaient. Enfin, ça ne retournait pas d'une halle à l'autre, il y avait je ne sais pas combien de passages de mètres à faire. Non, très bien, j'ai posé mes charges, j'ai posé mes retards un peu sur le moteur et sur les pompes. Et puis ensuite, on a eu le temps de partir. Et puis mes gars, comme d'habitude, étaient tellement heureux qu'ils ne se pressaient pas. Ils discutaient là, dans l'usine. Je leur dis, vous savez, il n'y en a plus que pour 10 minutes, 5 minutes. Et alors, ce qui fait que quand on a franchi la dernière porte ici pour tomber sur la rue, à ce moment-là, et bien, au moment où on passait la porte, les charges ont sauté avec tous les débris de pompes et de moteurs qui passaient à travers le toit, qui tombaient dans les environs. Au moment où une patrouille allemande a débouché, d'ailleurs. Elle a débouché et nous, on sortait de l'usine. Elle nous a vus, mais elle est allée se planquer dans les environs. On a pris nos vélos et on est parti. Je suis parti dans une ferme où on m'attendait pour abattre un bœuf. Parce que le merlin, à ce moment-là, pendant la guerre, il y avait très peu de cartouches. Il paraît que les cartouches étaient mouillées. Donc c'était une ferme où on devait se réfugier, bien sûr, après le coup. Où on est arrivé à peu près à 11h du soir, après le couvre-feu. Et on m'a dit, mais on vous attend. Le fermier était impatient de nous voir. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, on n'a pas de quoi abattre le bœuf. Alors on comptait sur vos armes pour abattre le bœuf. Alors j'ai abattu le bœuf au col 45. Et après, on l'a dépecé pendant la nuit. Et puis les ménagères, les paysannes sont venues ramasser les morceaux le matin. Et à 5h du matin, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de bœuf, plus personne. Et on a pu aller se coucher après une journée bien remplie. On a fait une usine et un bœuf dans la même nuit. Et l'activité de l'usine, il y a eu un bilan Oui, je crois qu'elle a été pratiquement arrêtée pendant plusieurs semaines et ensuite elle a tourné
très au ralenti le temps qu'ils trouvent des pompes. Parce qu'à l'époque, il y a 50 ans, il fallait trouver des pompes de remplacement. Or, généralement, en usine, les pompes à eau étaient toujours des très vieilles pompes. Et ils en ont cherché, et je crois qu'il a fallu plusieurs semaines pour trouver les pompes, refaire retourner l'usine, retrouver un moteur, réparer le moteur qui avait sauté. Et ensuite, la production a été atténuée pendant, je ne sais pas, 6 mois, pratiquement jusqu'à la libération. La production des trains d'atterrissage a été atténuée. De même que la centrale électrique que j'ai fait sauter avant, pour trouver les transformateurs, c'était très difficile. Je crois qu'ils ont été forcés de rebobiner tous les transformateurs. Vous savez comment c'est fait? C'est une bobine, un transformateur, baignant dans des tonnes et des tonnes d'huile. Alors, ils n'ont pas trouvé les transformateurs identiques et il a fallu rebobiner, refaire les transformateurs et produire beaucoup moins de courant qu'avant. C'est-à-dire que ça a été porté à notre crédit. Voilà. D'ailleurs, vous étiez avec Claude Malraux aussi. Avec Claude Malraux, le frère d'André Malraux, avec lequel on faisait pratiquement nos opérations. On avait 4 ou 5 garçons qui étaient devenus des spécialistes. Puis je les avais formés en explosifs, je les avais formés au tir, je les avais formés un petit peu à tout, au combat sans armes même. Et à ce moment-là, ils venaient avec moi et on a fait nos 2 opérations là, avec la même équipe. Pas qu'on la connaissait, ils étaient des gars très très bien, il n'y a pas de problème, froids comme des vieux vétérans, merveilleux. Armée britannique, oui, les services britanniques, j'étais l'armée britannique, j'étais officier britannique à l'époque. Voilà, oui. Mais vous étiez parti très, très jeune. Ah, je suis parti très jeune, oui, je suis parti faire la guerre à 17 ans. J'étais en Afrique du Nord, à Alger, en 1942, et ensuite je suis arrivé en Angleterre où j'ai suivi mon entraînement et j'ai été parachuté ici à Louviers, à côté de la propriété de Mendes France. D'ailleurs, j'ai été parachuté en 1943. Puis je suis resté ici en 1943 jusque... J'ai été blessé à Saint-Étienne-du-Rouvray, je me suis fait prendre par la FEL gendarmerie. Enfin, ils ne m'ont pas pris, ils m'ont blessé. Ils m'ont laissé comme mort sur le terrain, d'ailleurs, en décembre 1943, peu de temps après avoir fait sauter cette usine. Une anecdote assez drôle d'ailleurs, parce que quand je suis revenu ici à Bruneval en 1947 pour le premier anniversaire célébration par De Gaulle du débarquement de Bruneval, vous savez, de la destruction de la station radar par les Britanniques, mon patron du service action français, parce que j'avais été au Laos contre les Japonais, j'étais revenu en France, et m'avait emmené, me dit on part en voiture, tiens on va aller jusqu'à Bruneval, et en arrivant à Bruneval, on va s'arrêter à Maromme, où j'ai un cousin à moi qui dirige une usine. Alors je lui dis c'est drôle, j'ai fait sauter cette usine. C'est l'usine de Maromme? Il me dit oui, c'est celle-là. Ah bon, on va les rencontrer, très bien, on va déjeuner chez eux, puis on poursuivra. Et on arrive dans cette usine, par la grande entrée, le pavillon directorial, et son cousin. Et je vois une dame qui se précipite dans mes bras, qui me dit mais c'est merveilleux, vous êtes Bob? Je dis oui, je suis Bob. Je ne vous connais pas, madame. Si, je vous connais très bien. Elle me dit je vous connais très bien parce que j'étais chargé de vous enterrer. Ah, je lui dis c'est très sympa, c'est à quelle occasion? Vous avez été blessé? Oui, vous avez été blessé pour mort dans un champ de neige. Oui. Puis ensuite vous êtes revenu. Et à ce moment-là, vous aviez un médecin, le médecin du réseau, un très vieux médecin de notre réseau, à ce moment-là, qui venait m'apporter des cachets le soir en me disant c'est pas grave, tu vas t'en sortir, etc. Elle me dit, mais à ce moment-là, il y a mon mari, ce médecin, quand il vous a vu dans cet état-là, quand vous êtes arrivé chez vous, il a sauté chez mon mari qui dirigeait cette usine à l'époque en disant, est-ce que tu as des gueuses et plombs, est-ce que tu as de la chaîne? Je dis, oui, j'ai des gueuses et de la chaîne. Il dit, madame, vous allez coudre 2 sacs ensemble, parce que j'ai un officier là qui a été parachuté, qui s'est fait blesser et qui va mourir parce qu'il a une balle dans le poumon et dans le ventre, il va certainement mourir très bientôt. Alors le corps au 6e étage d'un HLM de la rue Molière, il va sentir, donc il va falloir l'enterrer. Pour l'enterrer, il va falloir le descendre et le jeter dans la Seine du côté de Croisset, j'ai repéré l'endroit. Et donc tous les soirs, le médecin venait me trouver, il me donnait 2 cachets de sulfamide, qui était une drogue rare à ce moment-là, et puis redescendait. Et la dame m'a dit, pendant 8 jours, je voyais mon mari qui rentrait. Et je lui disais, comment il n'est pas là, le corps? Non, vous n'avez pas le corps? Il dit, non, il est encore vivant. Il dit, je vous ai attendu pendant 8 jours, et puis au bout de 8 jours, on m'a dit que vous étiez vivant. Et bien, je l'ai regretté, parce que je vous avais préparé un enterrement avec les chaînes, les gueuses et les sacs de pommes de terre. Et ça m'a manqué, monsieur. Voilà ce que j'ai trouvé en 1947, dans cette usine que j'avais fait sauter avant. Et en fait, ce monsieur qui était le directeur de l'usine était à l'époque, en 1943, l'ingénieur qui nous avait donné les plans de l'usine. Il faisait partie du réseau, mais moi je n'en savais rien. Enfin, on a du mal à imaginer, 50 ans après, quelle motivation, quel courage vous pouvez avoir pour mener des actions comme ça lorsqu'il y avait l'ennemi partout, qu'on pouvait être capturé, arrêté. Oui, mais
Dites-vous bien qu'on était bien, aussi bien ici que sur le front de Russie, de combattre en uniforme. Je trouve qu'au contraire, la vie que nous avions à nous, des agents parachutés, on vivait quand même relativement confortablement. Le tout, c'est qu'il y avait les Allemands un peu partout, mais on n'avait pas la tension de tous les jours, du combat de tous les jours, ou des amis qui étaient dans la RAF, ou des amis qui étaient dans la marine et qui se faisaient couler dans l'Atlantique. J'avais déjà fait un convoi de l'Atlantique, je sais ce que c'était. On avait quand même, moi je trouve qu'on avait la belle vie. Mais c'était pas non plus James Bond, parce que maintenant on dit toujours « Ah, c'est James Bond », avec des créatures de rêve, vous voyez, avec les cheveux merveilleux, etc. Ben non, ça n'existait pas. Hein. On n'était pas gâtés sur ce plan-là, mais on avait quand même une vie. La meilleure preuve, c'est qu'on est beaucoup à s'en être sortis. Enfin, beaucoup. Sur 300, à la Libération, on était encore 200 vivants, ce qui était quand même pas mal. Et vous vous êtes fait contrôler ou arrêter à différentes reprises? C'est arrivé fréquemment qu'on vous demande d'ouvrir, montrer vos papiers, d'ouvrir votre musette? Oh oui, ça m'arrive souvent, j'allais à Paris, j'allais un peu partout, oui. Oh oui, ça m'est arrivé spécialement entre Duclerc et Rouen. Un jour, j'ai été arrêté par un gendarme. Alors quand je me promenais avec mon vélo, j'avais toujours obligatoirement, puisque je faisais de l'instruction, j'avais toujours mes charges de plastique, j'avais ma mitraillette démontée, j'avais des grenades Gamon, c'est des grenades qui explosent au choc. Si jamais j'étais arrêté à ce moment-là, je jette la grenade explose, il n'y a pas de retard, si vous voulez. Donc ça permet quand même de dégager le terrain, d'autant plus que je mettais 1 kilo de plastique dedans, ça faisait du bruit. Et puis j'avais un brave gendarme qui faisait du contrôle sur la route de Duclerc, qui m'a arrêté. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez là-dedans ?» Je lui ai dit « J'ai mon casse-croûte ». C'était en 1943, j'ai ouvert, il a regardé, dessus il y avait le Colt 45, en dessous il y avait les mitraillettes. Il m'a regardé, il dit oui, c'est bien votre casse-croûte, il dit refermez et passez. C'est ce que j'ai fait. Et il a regardé ça, il m'a laissé passer. C'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai été contrôlé très souvent, oui. Mais j'ai assez de chance, je m'en suis sorti.